Kevin Owens qui devient le prochain champion de la WWE, ça devient hyper crédible, non? Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 6 décembre 2024. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut et deux choses. Avant-hier, j'ai sorti une vidéo qui parle un peu des coulisses de la chaîne, les revenus, etc. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Et deuxièmement, j'ai besoin de vous. HubSpot a une offre assez folle. Concrètement, si 60 personnes s'inscrivent avec ton lien, tu peux remporter une caméra de 1000 €. Donc, je vous ai mis le lien en description, je l'ai mis même en commentaire de cette vidéo, et cela prend simplement 3 secondes. Vous mettez simplement votre adresse mail et c'est bon, c'est fait, vous êtes inscrit. Eh bien, je peux remporter une caméra de 1000 €. Je sais que vous êtes énormément à regarder les vidéos SmackDown. Franchement, 60 personnes, si vous voulez réellement me soutenir, ça doit prendre pas plus de 1 heure ou 2 maximum. Je compte beaucoup sur vous. C'est l'un des moyens en ce moment de me soutenir, c'est d'aller vous inscrire. 60 personnes, normalement ça doit se faire très rapidement. Je compte sur vous. Ce SmackDown va commencer avec un récap des Survivor Series 2024 et une liste des blessés du Wargames masculin. On a Bronson Reed qui a un pied cassé, Jey Uso qui a un orteil cassé, et Tanga Loa qui souffre d'une déchirure du biceps. En coulisses, on va même retrouver Apollo Crews qui va se faire attaquer sauvagement par la nouvelle Bloodline. Finalement, on retrouve Cody Rhodes sur le ring. Alors qu'il allait parler de Kevin Owens et de son match à Saturday Night Main Event, il est interrompu par Chad Gable et les autres membres d'American Made. Gable explique notamment qu'une fenêtre de transfert pourrait leur permettre de rejoindre SmackDown définitivement. Gable loue le talent et l'éthique de Cody Rhodes dans son travail, mais déplore qu'il soit un si mauvais ami, en évoquant Kevin Owens. Il pense aussi que Rhodes est une personne superficielle, qui n'importe d'importance qu'à ce qu'on pense de lui, et qu'il est allé trop loin en faisant équipe avec Roman Reigns. Rhodes lui répond qu'il voit un peu de lui en Chad Gable, se rappelant qu'il y a quelques années, il était encore Shorty G. Shorty G, eh bien maintenant tu es face à Stardust. Il sait ce que Gable ressent en ce moment, qu'il pense qu'il n'a rien à perdre, mais que se passerait-il s'il perdait encore? Gable va finalement lui dire qu'il lui mettrait une raclée s'il n'était pas en costume, et puis Rhodes va dire tout simplement qu'il n'a qu'à aller voir Nick Aldis pour officialiser le match ce soir entre Cody Rhodes et Chad Gable. Alors, la promo est bonne, c'est un bon segment, je trouve que les deux font très bien le boulot, mais c'est tellement random. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais évidemment on s'attendait à une promo de Cody Rhodes qui parle de Kevin Owens, et c'est logique, il est en feud avec lui, son match contre KO c'est la semaine prochaine, et là tu ramènes American Made avec Chad Gable qui te parle d'une possible fenêtre de transfert. Alors est-ce que les rosters vont changer avec Raw qui va passer sur Netflix? C'est possible, mais j'ai trouvé ça ultra random. On attendait quand même autre chose, et là on se retrouve avec un Gable Cody Rhodes. Alors on va avoir un match plus tard dans la soirée, et ça c'est plutôt cool parce que ça peut être très bon, voire excellent, mais j'ai trouvé ça très bizarre. Tiffany Stratton fait face à Naomi et Elektra Lopez, c'est les quarts de finale du tournoi pour le titre US féminin, un combat de 7-8 minutes, et le combat était bon. Alors on a un ou deux botches, surtout un gros de la part de Naomi au tout début du match, qui ne met pas bien du tout, parce qu'en plus le public est à fond derrière Tiffany Stratton, c'est-à-dire que Naomi ne reçoit pas énormément de pop, le public veut que ce soit Stratton qui gagne, c'est-à-dire qu'elle est presque à deux doigts de se faire huer Naomi, et donc là quand elle fait en plus son botch là, il y a un vrai temps mort de quelques secondes et tu sens que le public est pas très bien. Là, il y a vraiment pas une très belle ambiance, mais ça repart de plus belle avec une belle performance de la part d'Elektra Lopez, qui normalement de base, on va pas se mentir, n'est pas une excellente catcheuse. En tout cas, moi, à chaque fois que je l'ai vu combattre du côté de NXT, c'était pas incroyable du tout. Et bien là, elle fait le boulot. C'est la seule heel du match, donc elle est là pour couper les actions, pour porter de grosses prises, celle qui va souvent soulever ses adversaires, porter des powerbombs, ce genre de prise là, et ça fonctionne très bien dans ce match là. Ça veut pas dire qu'Elektra Lopez est devenue une excellente catcheuse, mais en tout cas dans ce match-là, dans cette configuration-là, elle a été vraiment bonne. Finalement, ça va se jouer avec une intervention de Candice LeRae qui va permettre à Tiffany Stratton de reprendre le dessus sur Naomi et sur Elektra Lopez. D'ailleurs, la manière dont elle le fait, une première swanton, puis elle repart pour son Prettiest Moonsault et remporte donc ce combat et se qualifie en demi-finale. Alors je ne sais pas si Tiffany Stratton est réellement une favorite dans ce tournoi, elle qui a la mallette, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de lui donner ce titre de championne féminine US? J'en suis pas certain.
Bianca Belair fait face à Piper Niven dans un combat de 9 minutes et honnêtement sur le papier j'en avais pas grand chose à faire de ce combat parce que c'est un match, si je dis pas n'importe quoi, qu'on a vu et revu. Je m'attendais à un match très court et assez banal, et bien j'ai eu tout l'inverse, un match assez long et un superbe combat féminin. Et évidemment ça me fait plaisir de voir une Bianca Belair qui en solo a ce temps d'antenne là et prouve encore une fois que c'est une catcheuse exceptionnelle. C'est l'une des meilleures catcheuses du monde en solo, on le rappelle assez souvent, mais elle est fantastique. Face à Piper Niven en plus ça fonctionne très bien parce que Bianca Belair va vendre une blessure au niveau des abdos et elle va le faire très bien parce que Piper Niven va être en totale domination pendant les 3/4 du match, c'est-à-dire que Niven porte ses grosses prises, des énormes powerbombs, des spinebursters, des énormes splash, mais ça passe pas. Bianca Belair arrive à chaque fois à se relever le 2,99 habituel et ça fonctionne avec le public. Le public va même chanter des This is awesome et honnêtement c'est totalement mérité. C'était un superbe match, assez surprenant d'ailleurs parce que je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Une Bianca Belair qui va nous sortir un sublime crossbody, je m'en souviens parce que c'est pas une prise qu'elle porte très souvent, mais vu la manière dont elle le porte, j'aimerais qu'elle le porte plus souvent parce qu'il était magnifique, l'amplitude qu'elle a sur ce crossbody c'est incroyable, et sinon une Bianca Belair qui se relève de tout, même les interventions de Chelsea Green ne vont pas donner la victoire à Piper Niven, et Bianca Belair va en ressortir plus forte que jamais parce qu'elle va porter son KOD sur Piper Niven qui va être balancé sur Chelsea Green qui était au sol, et donc victoire de Belair. Alors on ne sait pas trop où on en est concernant la situation des titres par équipe féminin, mais comme je le dis depuis des semaines, revoir une Bianca Belair en solo, ça ne peut qu'être positif pour ta division féminine. Le nouveau champion des États-Unis Shinsuke Nakamura est sur le ring, mais directement interrompu par LA Knight qui réclame un match revanche pour le titre de champion des États-Unis, mais il n'est pas le seul à en vouloir un. Andrade va aussi venir sur le ring pour tenter sa chance, mais finalement tout ça ne va pas aller très loin parce que la nouvelle Bloodline va envahir le ring et va s'en prendre à LA Knight et Andrade. Nakamura lui regarde la scène et va cracher son mist et va donc quitter le ring sans se faire attaquer. Solo Sikoa va prendre le micro, furieux, va dire que 2 membres de cette nouvelle Bloodline sont certes maintenant blessés, mais que ça ne change en rien leur confiance et leur manière de faire, car il est toujours le chef de tribu et il a toujours le Oulafala et compte bien faire le comprendre à tout le monde. Alors la première partie concernant le titre US, on a vu donc Andrade se ramener dans cette histoire et c'est plutôt logique, et LA Knight maintenant est un challenger et on peut imaginer un autre match entre Andrade et LA Knight pour définir qui sera le prochain challenger, voire même un match avec d'autres personnes, on verra bien. Et puis l'autre partie avec la Bloodline, c'est logique aussi, c'est-à-dire qu'on a une Bloodline qui est maintenant très affaiblie. Ils ont perdu le Wargames et en plus de cela, ils ont perdu 2 membres de la Bloodline par blessure, Bronson Reed et Tangaloa. Et ça, ouais, ça joue beaucoup et je ne sais pas quelle va être la direction pour cette nouvelle Bloodline. Je pense que malheureusement, ces 2 blessures vont leur coûter très cher dans les prochaines semaines, voire prochains mois, et que leur ascension, s'il y en avait une, va être ralentie. Et je ne sais pas trop quel va être leur objectif aujourd'hui. Alors d'un côté, je ne sais pas, et en même temps, il a toujours le Oulafala, donc Roman Reigns va devoir le réclamer et va devoir lui prendre. Donc on verra bien où ça nous mène, mais c'est sûr que ces 2 blessures ne font pas vraiment du bien à cette nouvelle Bloodline. Les Motor City Machine Guns défendent leur titre de champion par équipe face à DIY, et oui, ils devaient défendre leur titre face aux Street Profits, mais les Street Profits ont été attaqués en coulisses plus tôt dans la soirée, et DIY les a tout simplement remplacés. Et quand on sait tout ce qu'a fait Ciampa sur les dernières semaines, on pouvait se poser des questions sur qui les a attaqués, et donc c'est DIY qui les remplace. On va avoir un match de 6-7 minutes, et le match est bon techniquement, mais j'ai presque envie de dire c'est pas réellement ça qui nous intéresse, c'est plutôt toute la storyline qui est mise en place du côté de DIY, tout ce qu'ils ont fait depuis des semaines, c'est-à-dire qu'on a un Ciampa très agacé, très énervé. Quand il fait le tag sur Johnny Gargano, il fait pas un tag normal, non, il met d'énormes claques à Gargano, même sans le vouloir, il va lui mettre un énorme kick qui va l'éjecter du ring pendant des minutes et des minutes, ce qui va profiter à Motor City Machine Guns, qui vont prendre le dessus, qui vont avoir de bons moments, mais tout ça ne va pas aller très loin, parce que Ciampa va ramener une chaise sur le ring, ce qui va distraire l'arbitre, et là Gargano nous a bien eu depuis le début. Gargano est bien avec Ciampa depuis le début parce qu'il va mettre un low blow, un coup dans les parties à l'un des membres des Motor City Machine
Machine Guns, ce qui va leur permettre d'avoir l'avantage. Ciampa et Gargano vont d'ailleurs sourire, rigoler ensemble, hein. Tout ça était prévu depuis le début, hein. Le fait qu'ils ne s'entendent pas vraiment ou quoi que ce soit, non. Ça, c'était bien faux. DIY se retrouvent donc en 2 contre 1 et vont prendre l'avantage et remporter ce combat et devenir les nouveaux champions par équipe. J'ai beaucoup apprécié. Alors oui, les Motor City Machine Guns perdent leur titre très rapidement, mais c'est pas très grave, j'ai envie de dire, parce que là, ce qu'on fait DIY, c'était vraiment génial, c'était vraiment très cool. Je l'avais vraiment pas vu venir. Je pensais que Gargano allait rejoindre Ciampa, mais pas de cette manière-là. Que Gargano, petit à petit, allait finalement tourner heel comme Ciampa, mais là c'est pas le cas, il tourne de heel, mais ça se trouve c'est le cas depuis des semaines et des semaines, donc je trouve que c'est très bien fait, j'ai beaucoup apprécié. Michael Cole va réaliser une interview de Kevin Owens dans sa propre voiture. Cole lui dit qu'il voulait faire une interview impartiale, qu'il a toujours considéré comme son ami et toujours soutenu, mais cela fait rire Kevin Owens, il ne comprend pas que Cole ne voit pas les choses de la même manière que lui, avant de rappeler ses déboires avec Roman Reigns et Cody Rhodes. Pour Owens, ce qu'a fait Rhodes est une trahison. Cole pense qu'Owens devrait se regarder dans un miroir et qu'il est lui-même le problème. Une réponse qui ne va absolument pas plaire au Canadien qui va demander à Michael Cole de quitter sa voiture. Alors déjà c'était très drôle et j'aime beaucoup le fait que Kevin Owens ne veuille pas rentrer dans l'arène et c'est Michael Cole qui est obligé de venir dans sa voiture pour l'interviewer et Kevin Owens est certes très bon dans cette promo et il est en plus très drôle. La manière dont à la fin de l'interview il demande à Michael Cole de quitter sa voiture puis ensuite l'appelle pour finalement fermer la fenêtre devant lui, c'est tout bête, c'est un peu stupide mais c'est plutôt drôle et ça va bien au personnage de Kevin Owens qui rappelle que il va bien parler à Sami Zayn, hein. Il a une petite mention sur Sami Zayn, il dit clairement vous en faites pas, au moment venu je m'occuperai de lui, mais oui on voit à quel point il déteste Cody Rhodes et ça se tient un peu. Évidemment tout ne se tient pas parce que tu ne peux pas attaquer quelqu'un de cette manière là et puis l'attaque sur Randy Orton non plus ne se tient pas. Mais le personnage de Kevin Owens est plutôt très cohérent encore une fois dans cette promo et on adore ça. Et dans le main event, on retrouve donc le champion de la WWE, Cody Rhodes face à Chad Gable. Je parlais tout à l'heure d'une promo assez random entre les deux. Bah le match, il est pas random du tout. C'est un match d'un peu moins de 10 minutes, le match est excellent comme on pouvait s'en douter et on va jouer sur une blessure de Cody Rhodes et vous savez à quel point j'aime ça. Je sais que c'est très classique, c'est très basique, c'est vu et revu, mais un champion en difficulté, un champion blessé, comme on a pu le voir plus tôt dans la soirée avec Bianca Belair qui vend cette blessure dans un combat, voire pendant des semaines, et ça devient l'enjeu d'une histoire, et bien ça fonctionne toujours et ça me plaît autant même en 2024. Et ça va être le cas. Chad Gable va s'en prendre violemment à l'une des chevilles de Cody Rhodes pendant le match et ne va que se focus sur cette jambe, des ankle lock, des prises de soumission. Il est là pour lui faire mal et un Cody Rhodes qui évidemment va jouer son côté babyface, va se relever avec l'appui du public, va revenir dans le combat. C'est un superbe match. On en parlait la semaine dernière d'un Cody Rhodes qui catchait pas assez souvent. Et bien là, il a catché 2 fois en 2 semaines et on est plutôt très content parce que c'est 2 superbes matchs et on aimerait en voir plus. Alors évidemment pas chaque semaine de tous les mois bien sûr, mais de temps à autre avoir un champion qui catch, c'est quand même ultra plaisant et ça rajoute quelque chose à ce show. Et en plus les matchs sont vraiment de très grande qualité. Un Cody Rhodes qui va même porter une superplex inversée pendant le match, il sort le grand jeu et va finalement remporter le combat après un superbe enchaînement final avec un moonsault raté enchaîné avec un crossroad. Et tout de suite après le match, Kevin Owens va s'en prendre à la cheville de Cody Rhodes et ça va être un enjeu dans la prochaine semaine qui va suivre parce qu'une grosse bagarre va éclater, la sécurité va intervenir et le show va se terminer là-dessus. Mais on va donc jouer avec cette blessure de Cody Rhodes. J'aime beaucoup la continuité dans cette histoire. Rappelez-vous, il y a quelques mois, Kevin Owens, lorsqu'il a affronté Cody Rhodes, ne voulait pas s'en prendre au genou de Cody Rhodes qui était blessé. Là, la cheville de Cody Rhodes, elle est blessée. Eh bien KO n'hésite pas une seule seconde à s'en prendre à cette même cheville. Et oui, on aime ce genre d'histoires qui sont hyper crédibles, qui sont hyper sensées. C'est mon histoire préférée du moment à la WWE. Et en termes de suspense, eh bien c'est plutôt pas mal. Parce qu'on peut imaginer que Kevin Owens puisse devenir champion du monde la semaine prochaine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais avec cette blessure de Cody Rhodes, c'est une vraie possibilité. Bilan de ce SmackDown, eh bien de mon côté on sera sur un 9 sur 10. Et oui, un excellent SmackDown parce qu'on a eu le droit à 2 excellents matchs, Bianca Belair face à Piper Niven et le main event
Cody Rhodes face à Chad Gable, ça mérite un 9 sur 10. Alors évidemment, il n'y a pas eu que ça lors de ce show, mais je trouve que le show se tient très bien, que les 2 heures justement ne sont pas trop courtes, que tout a été bien fait et réalisé, que l'histoire Kevin Owens-Cody Rhodes est toujours aussi bonne, voire même encore meilleure après ce SmackDown. Et comme je le disais, il y a un vrai suspense sur cette histoire qui rajoute un petit truc en plus. Non, franchement, c'était un très très bon show avec d'excellents combats. Moi, honnêtement, je vois 2 combats de 10 minutes de cette qualité-là à SmackDown ou à Raw. Déjà, ça me suffit à passer un très bon moment. Et en plus de cela, on a eu des bons segments, des bons petits matchs entre, donc ça mérite largement un 9 sur 10. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner. On se retrouve normalement en live aujourd'hui pour parler de SmackDown, pour parler de NXT Deadline qui arrive ce soir. Et on se retrouvera demain justement pour mon récap de NXT Deadline. Je vous dis à cet après-midi. Salut, salut!